On va laisser intervenir M. Jean-François Perrat, doyen des IEN, avec Mme Stéphanie Buzet et M. Sébastien Boger. Pour information, tous les slides que vous voyez vous seront transmis. Donc, je ne vois pas inquiéter d'eau, on vous transmettra. Voilà. Bonjour à tous, Jean-François Perrat, IEN La Science et doyen de l'intelligence. On t'entend pas, Jean-François, on t'entend pas. Ah, pardon. Notre présentation va porter sur 3 points, à la fois la seconde famille de métiers, ensuite la co-intervention, et puis on va intervenir à 3 en binôme à chaque fois, donc on va un petit peu tourner au fur et à mesure de la présentation. Donc sur pour le premier thème qu'on aborde, c'est donc la classe de seconde en famille de métiers. Donc comme vous le savez, l'objectif, c'est de restructurer en fait certains des bacs pro par famille de métiers en les regroupant pour permettre en fait aux élèves de se spécialiser progressivement sur certains baccalauréats professionnels où effectivement on retrouve des compétences communes à travailler essentiellement sur cette année de seconde pour découvrir un champ professionnel plus important et du coup pouvoir se spécialiser au fur et à mesure de la formation. Aujourd'hui, en fin de troisième, un élève choisit une spécialité de bac pro. Hein, il n'a pas, et du coup, il est tout de suite orienté, alors que demain, ce qui sera proposé donc, pour trois familles de métiers à la rentrée prochaine, le choix d'une famille de métiers quand elle existe, ou d'une spécialité de bac pro pour certains bac pro qui resteront isolés parce que on ne peut pas les associer à d'autres parce que trop différents dans leurs compétences. On n'a pas de compétences communes à développer, c'est ce qui est le cas de la priorité sur cette année de seconde métier. Donc les... Ah oui, non. Je fais des choses pour moi mais pas devant vous, c'est pas bien. Donc les 3 familles de métiers qui sont mises en place pour la rentrée prochaine, donc celle dont on a déjà parlé tout à l'heure sur les métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics, celle de la gestion administrative du transport et de la logistique et celle des métiers de la relation client. On a fait apparaître ici donc en petit l'ensemble des spécialités de bac pro qui correspondent à ces secondes familles de métiers, avec en dessous en gras les compétences communes à développer qu'on retrouve dans les 3 référentiels, enfin dans les différents référentiels pardon, des bac pro correspondant à ces familles de métiers. Voilà. Il y a indiqué qu'on développe aussi l'usage du numérique qui est commun à l'ensemble des baccalauréats professionnels maintenant. Alors, le calendrier de la mise en œuvre, donc on a vu là ce qui se passe à la rentrée 2019, ce qui est prévu à la rentrée 2020. Ce qui est prévu à la rentrée 2020, donc c'est d'augmenter avec ces nouvelles familles de métiers qui apparaissent là. Et puis à la rentrée 2021, un certain nombre d'autres familles de métiers. Les autres bacs pro restant, pour certains, isolés et indépendants. Alors, donc, comme on le disait, à l'arrivée au lycée professionnel, en fin de troisième, les élèves choisissent soit une famille de métiers, soit un métier spécifique dans le cas des bacs pro isolés. En fin d'année de seconde, s'ils sont dans une famille de métiers, ils choisissent donc une spécialité, donc ils seront dans une première de spécialité de bac pro. Puis en fin de première, ils ont un choix encore à faire entre le module de poursuite d'études ou celui d'insertion professionnelle. Et enfin, après l'obtention de leur baccalauréat, soit la poursuite d'études supérieures ou sinon l'entrée dans la vie active. Je vais poursuivre la présentation de Jean-François Perrat. Moi, je suis Sébastien Boger, je suis donc inspecteur de l'éducation nationale en économie-gestion dans l'Académie de Paris et j'ai participé aux travaux qui ont été conduits sur la famille de métiers relations clients. Et donc, la seconde partie sur la famille de métiers est plutôt concernée autour
comment est-ce que les professeurs vont pouvoir mettre en place effectivement ces familles de métiers, et autour des deux axes qui sont développés ici. C'est-à-dire que dans le travail qui a été conduit par chacun des groupes sur ces familles de métiers, il a été vu effectivement la question de l'orientation et de la simplification de l'orientation pour les familles, puisque par rapport aux différentes familles de métiers présentées tout à l'heure par Jean-François, on voit bien qu'on est aujourd'hui à une 60aine de spécialités et qu'on va aller vers 14 familles de métiers, donc on voit le travail de simplification. Mais on a aussi tenu dans les groupes de travail à bien faire attention à ne pas déprofessionnaliser effectivement la seconde dans le cadre de la seconde famille de métiers. Tout le travail qui a été constitué effectivement sur ces compétences communes qui ont été effectuées. Ce qui fait qu'on insiste sur le fait qu'on n'évoque pas la seconde famille de métiers comme étant une famille de découverte des métiers, mais on est bien sur une seconde à compétences communes, c'est-à-dire qu'on commence à professionnaliser dans le cadre de la famille de métiers dès l'année de seconde, avec un élargissement sur des paramètres, des périmètres qui vont être élargis de par la mise en place de cette famille de métiers. Donc quand on est sur la logique effectivement du professionnalisé, on a des vadémécums qui sont sortis pour chacune des familles de métiers. Pour les 3 familles de métiers, donc les vadémécums sont disponibles. Et dans ces vadémécums, on a un état des lieux des compétences communes qui sont abordables pour ces 3 familles de métiers, avec dans le travail qui a été constitué par les groupes, la volonté de croiser chacun des référentiels pour regarder à quelles compétences communes ces référentiels répondaient. Donc ça signifie que ces compétences communes, dans le cadre de la seconde famille de métiers, ça va être entre guillemets le programme qui va être à suivre effectivement par les enseignants, puisqu'il sera commun à l'ensemble des référentiels qui peuvent être mis en place. Compétences communes à travailler dans le cadre effectivement des référentiels des différents baccalauréats professionnels, puisque le référentiel reste la base de travail des enseignants dans le cadre de cette mise en place. Et donc on va avoir une articulation à conduire entre ces grilles de compétences communes et les référentiels effectivement de chacun des diplômes de la famille de métiers qui sont constitués. On considère également dans le cadre de la seconde famille de métiers que toute compétence travaillée à partir d'un référentiel se trouve être transférable sur un autre référentiel de la même famille dans le cadre de la poursuite d'études du jeune après la seconde, donc en première et en terminale. Ça signifie que l'approche n'a pas d'incidence ensuite, dès lors qu'on est bien sur les compétences communes travaillées, il y aura un transfert possible sur chacune des spécialités de baccalauréat professionnel de la famille de métiers. Donc, dans le cadre de cette professionnalisation, là, on voit qu'en établissement, on va être sur un appui sur les référentiels, un appui sur les compétences communes, et c'est ce qui va constituer effectivement le cœur du travail des élèves en classe de seconde. À côté de ces temps en établissement scolaire, on a également une autre entrée pour la professionnalisation des élèves, c'est les PFMP qui sont conduites. Et dans ce cadre-là, donc, on va considérer que toute PFMP effectuée dans le cadre de la famille de métiers sera valable pour la présentation du diplôme, quelle que soit la spécialité de bac pro suivie par le jeune ensuite, à partir du moment où il correspond exactement à la même famille de métiers. Donc on est vraiment sur une double articulation entre ce qui se conduit en établissement et ce qui se conduit dans le cadre des PFMP. Donc là, on était sur le premier volet autour du professionnalisé. Et on voit qu'en même temps, sur la seconde famille de métiers, l'idée c'est en même temps d'affirmer effectivement le choix d'orientation du jeune et donc le choix de la spécialité dans laquelle il va s'engager. Donc actuellement dans les établissements, on a déjà un travail qui est mené autour des métiers et de l'orientation, et donc ça, la famille de métiers va plutôt conforter cette entrée-là, va sans doute l'élargir effectivement, puisqu'on a des périmètres qui sont élargis dans le cadre des familles des métiers, qu'on va pouvoir aller voir les professionnels qui travaillent à côté donc de l'ensemble des métiers qui sont intégrés dans la famille de métiers. Et bien entendu, sur l'affirmation du choix de spécialité, la PFMP va avoir également toute sa place pour que le jeune puisse se rendre compte de la réalité des activités qui seront conduites dans les métiers effectivement de la famille. Ça veut dire que quand on est enseignant, donc en seconde famille de métiers, on va pouvoir, pour les enseignements de spécialité, avoir plusieurs modalités que l'on va pouvoir mettre en place. On va pouvoir s'appuyer sur des contextes professionnels qui vont relever de chacune des spécialités donc, de la famille et qui vont pouvoir effectivement s'élargir.
Si on prend par exemple la famille de métier et relations clients, on voit bien qu'on va pouvoir mettre des élèves soit dans des contextes professionnels qui vont plutôt être liés au métier de l'accueil, et on va pouvoir prendre une administration à l'hôpital par exemple, soit des familles de métiers qui vont des contextes professionnels qui vont être davantage liés à la partie commerciale et donc par exemple sur une structure de distribution. Donc là on va pouvoir jouer effectivement sur la nature des contextes professionnels et les faire varier dans le cadre de la classe de seconde. On va pouvoir également, à l'intérieur de ces contextes professionnels, pouvoir jouer sur des situations professionnelles qui vont être très différentes. Si je reste, par exemple, sur la famille de métier de la relation client, dès lors que je choisis un contexte professionnel, par exemple, qui va être dans une enseigne de distribution, je vais pouvoir mettre des élèves en situation dans le cadre d'un poste de vente et d'autres élèves dans le cadre d'un poste d'accueil. Et donc montrer la différence entre les métiers dans le cadre d'un même contexte professionnel. Voilà donc sur la famille des métiers. Stéphanie Buté prend la suite avec moi sur la co-intervention. Donc, les choses que vous connaissez tous, le BO du numéro 1 du 3 janvier 2019 où ils sont définis. Donc les horaires, on vous les représente pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Donc par année, cette co-intervention, elle est donc en français avec un collègue d'enseignement professionnel et en mathématiques, au niveau des SCAP, et en français et en enseignement professionnel en baccalauréat professionnel en enseignement professionnel et maths, physique, chimie. Il y a donc la physique chimie en plus sur les baccalauréats professionnels. Indus. Alors, qu'est-ce que c'est que la co-intervention? On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu schématique. C'est avant tout un co-enseignement où deux enseignants interviennent en même temps dans un même lieu. Il n'est pas question que les enseignants soient chacun avec un groupe d'élèves dans une classe à donner un enseignement parallèle ou différent. Donc, ce co-enseignement, il intervient à partir au départ du référentiel d'activité professionnelle où on va aller chercher des compétences dans le référentiel de certification, et à partir de ce référentiel d'activité professionnelle, on va aller chercher des situations qui vont permettre de développer des compétences liées au programme de français d'un côté et au programme de mathématiques de l'autre. Et du professionnel. Et du professionnel, bien sûr. J'ajoute un petit quelque chose, il n'y a pas d'enseignants de co-intervention. Ce sont des enseignants qui ont déjà la classe. Oui, il n'est pas question, comme ça se faisait parfois pour ajuster les emplois du temps, que ce soit un prof de maths qui fasse la co-intervention sur toutes les classes et que ce ne soit pas le collègue qui a les élèves en mathématiques sur la grille normale. On l'a déjà entendu. Donc quels enjeux? C'est permettre aux disciplines concernées de traiter des points de leur référentiel et leurs programmes respectifs. Il n'est pas question que l'un ne puisse pas amener des compétences ou redévelopper des compétences liées à sa discipline, que ce soit en enseignement professionnel ou sur l'enseignement général, et du coup de mieux articuler les deux enseignements. Comme il a été dit tout à l'heure, c'est essentiellement pour donner du sens aux enseignements, que les élèves comprennent un petit peu mieux à quoi ça sert de faire des maths ou du français quand on est en voie professionnelle. Même si beaucoup de collègues de ces disciplines prenaient appui sur des situations professionnelles ou technologiques pour développer leurs cours, c'est pour le montrer de façon encore plus évidente aux élèves. Et donc favoriser aussi l'échange de pratiques. On se rend compte quand on va voir dans les classes des uns et des autres qu'il y a des interventions complètement différentes, des façons de fonctionner qui sont parfois étonnantes pour les enseignants quand on passe d'une classe à l'autre. Donc une modalité pédagogique, alors la grille horaire donne évidemment le cadre réglementaire. Il va de soi que nous ne sommes pas obligés d'avoir 1 heure par semaine de co-intervention, c'est d'ailleurs peut-être pas la modalité la plus adéquate pour favoriser
le développement des compétences des élèves. Donc si on travaille sur une pédagogie de projet ou si on travaille sur quelque chose à plus long cours, on va pouvoir permettre aux élèves de développer des compétences de coopération, on va pouvoir favoriser la différenciation, ce qui sait développer des compétences numériques, ce qui fait que les salles, par exemple, je pense aux salles informatiques, aux salles équipées, peuvent être dédiées également à la co-intervention, et évidemment tout ça dans le développement également des compétences sociales. Alors, quatre étapes dans la démarche à mettre en place en établissement pour permettre aux enseignants, évidemment, de mettre en place vraiment cette co-intervention. Donc, une réflexion, évidemment, concertée des professeurs. Quelles sont les situations professionnelles qui peuvent servir de référence? Quelles sont les problématiques qu'on peut mettre en exergue? Et comment chacun, à l'intérieur de ces situations professionnelles, va retrouver ses petits disciplinaires, j'allais dire, et va permettre de développer les compétences. Ensuite, un plan de co-intervention, on est là sur quelque chose d'assez qui provient directement du Vademecum, on vous donnera un exemple tout de suite après. Donc, deuxième étape, la co-construction d'un plan de co-intervention avec des progressions, évidemment, en parallèle. Ensuite, il va falloir valider ce plan de co-intervention, et là, le conseil pédagogique va jouer tout son rôle. Et enfin, élaborer, évidemment, les séquences, les scénariser, les formaliser et les mettre en œuvre devant la classe. Alors, je rappelle que les 2 premières semaines de septembre prochain, pour la co-intervention, ce sont deux semaines qui vont être banalisées et qui vont permettre à ces enseignants de se concerter. Alors, si on voit un petit peu les modalités d'enseignement qui peuvent être possibles dans une classe lorsqu'on a 2 enseignants, on voit assez rapidement ce qui peut se passer. Donc le côté en tandem, c'est un peu ce qu'on est en train de faire devant vous en ce moment, ce qui est sans doute pas la meilleure modalité d'intervention devant des élèves de lycée professionnel, vous le savez très bien. Ça va à un certain moment, mais pas plus de 10 minutes, on va dire. Ensuite, une autre possibilité où l'un enseigne, l'autre aide, bon, pourquoi pas. Et ensuite, on a des possibilités de faire travailler les élèves en groupe avec plus d'autonomie, et donc les 2 enseignants qui aident, qui permettent aux élèves d'avancer dans leur travail, ou de construire des groupes différenciés. Alors là, les 2 groupes sont très hétérogènes dans le sens où on a un très gros groupe et un tout petit groupe, on peut imaginer tout un tas de fonctionnements différents. Mais vous le voyez, on insiste sur ces diapos qu'on présente aussi aux enseignants pour bien montrer que les 2 enseignants sont ensemble dans la classe avec les élèves. Alors, sur l'évaluation des apprentissages pendant la co-intervention. Donc on a remis ici qu'il ne s'agit pas d'une ligne spécifique sur le bulletin des élèves, il n'y aura pas une note de co-intervention, puisque les 2 disciplines interviennent, que ce soit l'enseignement professionnel, enfin les 3 si je parle des maths et du français, et du coup c'est dans les disciplines que seront évaluées les compétences qui seront développées au travers de la co-intervention. Ce n'est pas une nouvelle discipline en plus, hein, ce sont des disciplines qui interviennent ensemble. Et donc on a ajouté qu'on peut faire l'objet d'une appréciation concernant l'investissement de l'élève, ou voilà, être, comme je le disais à l'instant, directement comprise dans les appréciations des disciplines. Alors, les points de vigilance, le premier, l'instrumentalisation des disciplines. Alors, il faudrait veiller à ce qu'on a connu il y a quelques années pour les plus anciens, qui s'appelait l'IPP. C'est-à-dire le prof de maths qui fait du calcul et c'est tout. Le prof de maths, il n'est pas là pour faire du calcul. Le prof d'enseignement professionnel, il n'est pas là pour apporter une situation et puis c'est tout. Hein, il faut bien que les situations qui vont être construites soient des situations d'apprentissage qui apportent des compétences à la fois du domaine professionnel et du programme d'enseignement général, pour qu'il y ait un apport concret pour les élèves. Même chose pour les enseignements de français, bien sûr, qui ne sont pas là pour corriger les fautes d'orthographe de la lettre de motivation de l'élève. Hein, les collègues insistent beaucoup là-dessus. Oui.
Autre point, la nécessité de construire des situations riches et réalistes. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Parce qu'on a parfois vu des exercices d'application alibi qui servent à faire un calcul de TVA. Je fais court, tout le monde voit de quoi je parle. Et donc là, il s'agit réellement de construire des situations professionnelles proches des réalités du terrain qui prennent du sens et à partir desquelles on va travailler les points des programmes et des référentiels. Voilà, donc du coup, la nécessité de créer ce lien entre l'activité et la tâche professionnelle avec les disciplines générales. Tout ça, c'est mené uniquement, enfin essentiellement par la concertation au travers du binôme d'enseignants qui interviendra. C'est des choses qui se font, pas de façon généralisée pour l'instant. On va espérer que ça se développe de mieux en mieux et que ça devienne quelque chose de tout à fait évident. Alors, les ressources, vous en avez déjà entendu un petit peu parler tout à l'heure. Les vadémécums, vous pouvez, notamment celui-là, les retrouver sur la page EduScol. Et puis au sein du parcours magistère, il y a tout un tas de ressources pour l'enseignement à la fois des disciplines professionnelles et des 3 disciplines concernées au niveau de l'enseignement général. Alors, pour essayer de mettre tout ça en musique, puisque la co-intervention, on a commencé par la travailler nous-mêmes, voir comment ça pouvait fonctionner. Donc, du coup, sur les métiers de la relation client, on a essayé de construire quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le collègue de mathématiques, mon collègue UN de mathématiques. Pas moi, l'autre. et pour tout vous dire, là maintenant, on rentre sur un exemple typiquement parisien. Voilà, c'est sur quoi on a phosphoré ensemble pour regarder comment on pouvait mettre ça en œuvre. Du coup, on a suivi les consignes du vadémécum, on est parti du référentiel des activités professionnelles, donc on est parti d'une situation professionnelle, d'un cas Renault, d'une concession dans laquelle on a plongé les élèves. Les élèves ont un certain nombre de missions à accomplir, découvrir la relation client, préparer une journée porte ouverte, évaluer l'intérêt d'inviter des clients à une journée porte ouverte, faire connaître, valoriser la journée porte ouverte, établir un contact positif, adapter son comportement professionnel et évaluer les résultats de la journée porte ouverte. Et on s'est demandé comment ce scénario pouvait servir la co-intervention. Du coup, avec le collègue de mathématiques, alors on voit bien là que les missions sont plutôt d'ordre professionnel, mais c'est normal puisque c'est tiré du référentiel des activités professionnelles. Donc, tout est normal. Et à 2 endroits, le collègue de nos intérêts se sont croisés, l'intérêt de l'enseignement professionnel et l'intérêt des mathématiques se sont croisés, sur l'évaluation de l'intérêt d'inviter les clients à une journée porte ouverte et sur l'évaluation des résultats de cette journée porte ouverte. En conséquence de quoi, on a essayé de repérer en enseignement professionnel les compétences ensuite qui étaient visées, et pour les mathématiques, en statistique, quelles étaient évidemment les capacités que l'élève pouvait développer dans le cadre de ce contexte professionnel. Ensuite, on s'est demandé très concrètement comment on allait mettre ça en œuvre. Du coup, on a 2 progressions parallèles. On a la progression de l'enseignement professionnel, où on a évalué un certain nombre d'heures par mission. Donc, les 5 premières heures en enseignement professionnel sont dédiées à la découverte du cas, de la relation client, enfin de la première mission d'une façon générale. Pendant ce temps-là, le collègue de mathématiques prépare, lui, ses cours comme il le fait d'habitude. Et puis, à 2 endroits, on se croise en co-intervention. On a décidé là de travailler par quinzaine. D'accord, donc 2 heures par quinzaine pour que ça prenne sens et qu'on ait le temps de creuser un petit peu les choses, 1 heure étant un petit peu rapide. Et donc on se croise aux 2 reprises sur la mission 2 et sur la mission 5, comme on l'a vu tout à l'heure. Juste pour les créneaux de 2 heures, c'est un choix dans ce cas-là. Vous le savez, il y a une entière liberté au sein de l'établissement. On peut choisir de faire, pourquoi pas 1 heure par semaine, ou regrouper les heures, puisque tout est à réaliser. Donc on peut imaginer une période où on fait beaucoup plus de co-intervention sur une discipline, enfin sur 2 disciplines, et puis à d'autres moments d'autres. Alors, on s'est demandé comment on allait fonctionner. Là, le collègue de mathématiques va travailler en amont et pendant la co-intervention sur la construction de ce tableau statistique. Donc, il va organiser les informations quantitatives en vue d'obtenir une série statistique
pendant que le collègue d'enseignement professionnel, lui, a comme objectif que les élèves répondent aux questions qui se trouvent dessous. Alors, vous l'aurez compris, ça nécessite de travailler conjointement sur la progression en enseignement professionnel et en mathématiques. Et ce travail aussi doit être mené filière par filière dès la classe de seconde. Là, on l'a fait sur les métiers de la relation client. C'est vrai pour toutes les filières. Donc le troisième point de notre intervention donc, concerne le chef-d'œuvre. Comme pour la co-intervention, on est reparti déjà des éléments de grille horaire pour que vous puissiez en disposer. Donc le chef-d'œuvre n'est pas une modalité spécifique à la partie baccalauréat professionnel. Il est également commun avec la partie du CAP. Spécificité pour les CAP, donc le chef-d'œuvre va se mettre en place dès la rentrée prochaine, dès la rentrée 2019. Pour les baccalauréats professionnels, comme il est prévu que ça se mette en place sur les 2 années de première et de terminale, le chef-d'œuvre se mettra en place à la rentrée 2020, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir effectivement réfléchir à la mise en œuvre de ce chef-d'œuvre en classe de première. Au niveau des horaires qui seront donc dédiés à la conduite de ce chef-d'œuvre, on a en CAP 87 heures et 78 heures en première année et en deuxième année, avec de prévus dans les dotations horaires établissement les dédoublements de ces temps pour permettre effectivement de travailler sur des interventions de professeurs différents autour du chef-d'œuvre. On regardera après effectivement la composition possible. Sur le baccalauréat professionnel, donc 56 heures en classe de première et 52 heures en classe de terminale. Et là, on n'a pas un horaire de dédoublement dédié, mais on prend sur le complément horaire professeur qui est affecté sur l'ensemble des disciplines pour pouvoir effectivement avoir de l'intervention de plusieurs professeurs au sein du même chef-d'œuvre. Alors dans la présentation que je vais vous faire, on est reparti essentiellement du Vademecum et puis du BO du 23 mars qui précise effectivement la mise en place du chef-d'œuvre en tant que tel. Et on va avoir un propos en 4 temps. Un premier temps, on va chercher à définir ce qu'est le chef-d'œuvre pour que ça soit clair pour tous, puisqu'on a quand même un mot qui est connoté par rapport à certaines professions, il est peut-être moins pour d'autres, donc ça permet effectivement d'avoir une définition commune de cette notion de chef-d'œuvre. On regardera après la question de l'évaluation et de ce qui est dit sur l'évaluation du chef-d'œuvre. On regardera également la démarche pédagogique qui est associée. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, mais le chef-d'œuvre va être un des éléments qui va permettre aussi de valoriser la voie professionnelle. Et on regardera dans ce cadre-là la place des établissements dans la valorisation du chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre des élèves qui accueillent. Donc, sur ce premier point, sur la définition du chef-d'œuvre, on a essayé de repérer un petit peu l'ensemble des caractéristiques qui étaient précisées dans les textes que j'ai évoqués tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on peut définir le chef-d'œuvre. Et l'idée, c'est qu'on a bien une réalisation concrète, donc on précisera après effectivement ce qu'on entend par cette réalisation concrète. Ça a été évoqué ce matin par monsieur l'inspecteur général, mais avec une entrée par la démarche projet, et le Vademecum insiste beaucoup sur cette entrée par la démarche projet. On souhaite que le chef-d'œuvre soit significatif du métier vers lequel s'engage le jeune. Ça signifie qu'il doit être ancré dans la spécialité professionnelle du diplôme et puis doit permettre de valoriser effectivement le parcours de formation qui est suivi par le jeune, auprès notamment de l'externe et donc des futurs recruteurs là-dessus. Comme on a un chef-d'œuvre en CAP et un chef-d'œuvre en bac pro pour des filières qui auraient à la fois des CAP et à la fois des bac pro, on a une réflexion effectivement qui est à conduire pour savoir ce qu'est un chef-d'œuvre en CAP et ce qu'est un chef-d'œuvre en bac pro, parce qu'on n'aura pas un modèle de chef-d'œuvre qui sera commun effectivement pour l'ensemble, même si les classes pourront travailler ensemble effectivement sur la réalisation d'un chef-d'œuvre, et on aura effectivement quelque chose à réfléchir autour du chef-d'œuvre de niveau 5, sur l'ancienne classification de niveau 4 pour la partie du baccalauréat. Et puis, ne pas oublier la visée effectivement des compétences professionnelles et des compétences transversales qui est attendue dans le cadre de cette réalisation. Donc, je vais reprendre plusieurs des points qui sont évoqués là. Premier point sur la réalisation concrète. Donc là, le Vademecum illustre un peu les formes que vont pouvoir prendre effectivement le chef-d'œuvre. On a cherché à les regrouper ici sous la forme de nuages de mots pour que chaque filière professionnelle, chaque spécialité de bac pro puisse effectivement retrouver un point d'appui par rapport à la mise en œuvre de ce chef-d'œuvre.
Donc, pour certaines spécialités de bac pro, on va être sur des objets, sur des produits qui vont être directement fabriqués, mis en œuvre par les élèves. Dans d'autres, on va pouvoir être sur la création d'entreprises virtuelles. On a un exemple qui est donné dans le vademecum dans ce cadre-là. Pour d'autres encore, ça va pouvoir être la mise en place de certaines manifestations, de l'organisation, de la participation des élèves à certains événements, à certains salons, etc. Pour d'autres encore, on pourra avoir la création d'un journal, la création d'un site web, la création d'un film, la rédaction de textes, etc. sur ces questions-là, ou la participation au concours. On le voit, on va aller rechercher plutôt les éléments qui sont les plus significatifs au regard de la filière d'orientation effectivement de l'élève, pour que ce chef-d'œuvre ait du sens sur le plan professionnel. Tout à l'heure, les collègues nous ont présenté la dimension de co-intervention. Et la dimension de co-intervention, elle cible effectivement les enseignements de spécialité avec 2 disciplines particulières. Là, dans le cadre de la réalisation du chef-d'œuvre, on n'est pas dans cette limite-là. Ça signifie que toutes les disciplines peuvent contribuer à la mise en place du chef-d'œuvre. On voit bien la recherche comme d'un fil conducteur autour d'un projet qui soit significatif du métier, et donc inévitablement les enseignants de spécialité vont être fortement impliqués sur cette approche-là. Par contre, on peut travailler tout à fait sur la réalisation du chef-d'œuvre avec les professeurs de langue vivante, d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique, d'art appliqué et culture esthétique, PSE, EPS, en plus des professeurs de français et de mathématiques. Donc là, sur la notion de chef-d'œuvre, le travail est effectivement collectif au niveau de l'équipe et est élargi. Ça signifie que, même principe que pour la co-intervention et que pour la progression qui vous a été présentée tout à l'heure pour la co-intervention, on ne va pas forcément avoir besoin tout le temps de tous les enseignants par rapport à la réalisation de ce chef-d'œuvre. Et donc, une organisation la plus souple possible qui permet d'associer des enseignements différents en fonction des besoins dans le cadre de la réalisation du chef-d'œuvre, c'est effectivement une organisation pédagogique plutôt adaptée par rapport à cette mise en place. Le vademecum fait en même temps le lien avec les différents parcours possibles suivis par l'élève dans le cadre de son processus de formation, parcours artistique et culturel, santé, citoyen ou avenir, et là ça peut être effectivement des points d'ancrage également du chef-d'œuvre qu'on peut aller chercher là-dessus. Pour savoir si un chef-d'œuvre correspond bien aux attendus par rapport à une spécialité donnée, dès lors qu'un chef-d'œuvre permet d'alimenter les compétences professionnelles, prend appui sur les activités professionnelles du référentiel et sur les différents programmes à mobiliser dans le cadre du baccalauréat professionnel ou du CAP quand on est en CAP, c'est qu'on est effectivement dans la bonne démarche par rapport à ça. Cette réalisation concrète, le vademecum prévoit qu'elle puisse être conduite soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et donc, là, même principe, on voit l'ancrage dans le vademecum sur la démarche projet et sur l'approche par le projet. Et donc, on va considérer que le projet qui est mis en œuvre va pouvoir donner lieu à un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre va pouvoir être réalisé de manière collective. Il va pouvoir donner lieu également à plusieurs chefs-d'œuvre dans le cadre de cette démarche projet, qui vont pouvoir être, eux, réalisés de manière également individuelle ou collective, sans aucune difficulté par rapport à ça. Le vademecum met également des échelles de collectifs différents. Ça, c'est plutôt également intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des collectifs qui soient d'une même classe. On peut avoir des collectifs qui soient de 2 classes différentes, qui soient de même spécialité ou de la même filière. On peut également avoir des chefs-d'œuvre qui associent des spécialités de filières différentes. Et ça, c'est intéressant à partir du moment où on a une pluralité dans des établissements d'offres de formation possibles. Et on peut également s'appuyer sur des établissements différents pour la réalisation effectivement d'un même chef-d'œuvre, et lorsque certaines spécialités peuvent effectivement solliciter d'autres spécialités, d'autres établissements. L'appui sur l'externe, les organisations partenaires professionnels également le bienvenu dans ce cadre-là, puisque ça permet en même temps de valoriser l'ensemble. Donc là, c'était le premier point sur les contours, je dirais, du chef-d'œuvre en termes de mise en œuvre. Deuxième point sur la partie de l'évaluation. Alors sur la partie de l'évaluation, on a quelques éléments qui nous sont donnés dans le vademecum, mais pour le moment tout n'est pas encore arrêté et défini. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on aura une évaluation de la contribution individuelle de l'élève dans la réalisation du chef-d'œuvre et dans la démarche projet associée. Ça veut dire que même quand on est dans le cadre effectivement d'une conduite collective, on va regarder la part individuelle de chacun des élèves qui constituent ce collectif.
Et ce qu'on va aller voir, c'est à la fois la démarche qui est suivie et effectivement le résultat qui sera obtenu dans le cadre du chef-d'œuvre en tant que tel. 2 points d'évaluation qui sont notés. Le premier point, c'est à des fins de formation, donc c'est tout au long du cycle de formation qu'on le voit, et là, donc là, le vademecum précise que cette évaluation se déroule bien pendant les 2 années de formation, donc première et deuxième année de CAP ou première et terminale de bac pro en fonction du niveau dans lequel on se situe, et que le chef-d'œuvre, contrairement effectivement à la co-intervention, donne lieu à une note et une appréciation qui sont inscrites et au bulletin et au livret scolaire de l'élève. Ça, c'est pour le processus vraiment de formation. Quand on est sur le processus de certification, on évoquait tout à l'heure le grand oral sur le volet enseignement baccalauréat général et technologique. Là, on a cette configuration-là qui se mettra en place sans doute dans le cadre effectivement du chef-d'œuvre, c'est ce que prévoit le vademecum là aussi, avec la forme d'un oral où effectivement le chef-d'œuvre sera présenté et il y aura un échange avec les enseignants dans le cadre des enseignants qui auront suivi la réalisation du chef-d'œuvre. Cette partie-là donnera lieu à une notation. Il est prévu dans le vademecum que cette note viendra pondérer donc une des épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel. Du SAP. Le vademecum précise également la démarche qui peut être mise en place dans le cadre effectivement du travail conduit sur le chef-d'œuvre. Et les étapes qui sont précisées prévoient effectivement qu'au préalable, avant que les élèves ne soient accueillis, il y ait une réflexion qui soit conduite à l'échelle des équipes, de manière à voir un peu quelles sont les idées initiales de projets que l'on pourrait mettre en place, de manière à ce que ces idées puissent être travaillées ensuite avec les élèves. Et là, l'idée avec les élèves, ça va être de travailler sur leur mise en place, sur les contours, sur la finalité, sur la démarche qui sera à suivre. Et puis ensuite, les professeurs seront chargés de pouvoir accompagner effectivement les élèves dans le cadre de la mise en place de ce projet devant aboutir à la réalisation d'un chef-d'œuvre. L'idée du coup de la démarche pédagogique associée, c'est que l'élève puisse passer par les différentes étapes de la démarche projet que nécessitera effectivement la mise en œuvre du projet. Prenne conscience qu'il y a un cahier des charges à un moment donné de projet, prenne conscience qu'il y a des échéances, prenne conscience qu'il y a des contraintes qui sont associées au projet. Là, on le met sur les contraintes de lieu, de temps, de budget, de collectif de travail. On peut avoir parfois un certain nombre de partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler. Et donc c'est cette mise en œuvre-là, effectivement, qui est attendue dans le cadre de la mise en place du chef-d'œuvre en voie professionnelle. Et puis la dernière partie, je dirais, sur cette notion de chef-d'œuvre, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, il y a également une recherche de valorisation. Et cette recherche de valorisation, elle va pouvoir se faire également au travers des chefs-d'œuvre qui sont considérés comme significatifs, effectivement, des réalisations qui peuvent être menées par les diplômés de la voie professionnelle. Et donc ensuite, un travail à faire par les établissements pour pouvoir s'approprier ces différents chefs-d'œuvre qui ont été réalisés et pouvoir les afficher, s'en servir comme effectivement un média, un moyen de communication auprès du grand public, soit par le biais des sites internet d'établissements, par le biais des journées portes ouvertes qui sont organisées, par le biais des productions qui peuvent être diffusées. Voilà, tous ces éléments-là permettront effectivement en même temps de contribuer à la valorisation de la voie professionnelle dans le cadre de la transformation. Alors, comme tout à l'heure pour la co-intervention, j'ai essayé de voir comment on pouvait mettre tout ça en musique dans un établissement. Et donc je me suis rapprochée d'un établissement, je le cite ici, lycée Simone Veil sur le site Truffaut, lycée professionnel. Je remercie, il n'est pas là, mais je le remercie quand même, le proviseur de l'établissement qui a travaillé avec moi sur le sujet. L'idée, c'était de partir du réel, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui existent forcément, et dans tous les établissements, dans les vôtres également, et de regarder comment donner de l'épaisseur, un fil conducteur, un ensemble cohérent, et envisager un travail au long cours autour de briques, un peu, qui étaient dispersées dans l'établissement et qu'on pouvait réunir autour de l'idée de chef-d'œuvre. Alors, volontairement, j'ai choisi les métiers de l'accueil. J'ai choisi les métiers de l'accueil, pourquoi? Parce qu'on a fait quelques constats au niveau du baccalauréat, mais également au niveau de l'établissement. Bon, d'abord, le référentiel est nouveau, donc c'était l'occasion d'aller explorer, j'allais dire, les nouvelles potentialités qu'offre ce référentiel. C'est un métier souvent invisible. Quand s'aperçoit-on que nous avons des gens de l'accueil? Quand on a un problème.
Sinon, c'est quasiment des personnes invisibles, en tout cas peu valorisées dans leur métier. Et je pense qu'il y avait quelque chose à faire pour eux. D'autre part, le lycée Truffaut se situe sur un territoire parisien qui est favorable aux activités culturelles. Et c'est également un lycée professionnel qui a fait le choix de colorer ses formations. Le bac pro commerce est coloré luxe haut de gamme et les métiers de l'accueil, l'ARCU encore actuellement, c'est coloré sur les métiers de l'accueil dans les structures culturelles. En s'appuyant sur tout ça, on avait quelques objectifs. Donc valoriser la spécialité professionnelle, vous l'aurez compris, travailler les compétences professionnelles et transversales, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, travailler les gestes professionnels et les codes sociaux inhérents au métier dans les parcours culturels, et de renforcer les partenariats qui existaient déjà avec l'établissement. L'établissement est en partenariat notamment avec les musées de la Croix et le Louvre, fait intervenir la Fondation Lilian Thuram lors de restitution d'élèves, par exemple, et avec l'association Jeunesse Entreprise également pour le soutien de l'insertion professionnelle des jeunes. Du coup, quel chef-d'œuvre pour ces élèves? Eh bien, l'idée, c'est que ces élèves puissent accueillir du public et assurer la visite d'une exposition au musée du Louvre et au musée de la Croix. C'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes, bien sûr, personnel d'accueil, mais aussi guides conférenciers à l'occasion d'un moment particulier, on va le voir. Alors, et on voit bien là que le chef-d'œuvre, si ça n'est pas interfamilier dans le tertiaire, ça n'est pas que de la communication, puisqu'on va en faire quelque chose, une production extrêmement concrète. Alors, ça va, quels enjeux? Des compétences de professionnalisation, évidemment, travailler les compétences sociales, l'organisationnel. On est sur un parcours de 2 ans. Comment est-ce qu'on fait? Comment l'équipe enseignante s'organise, mais aussi comment les élèves vont suivre ce parcours? Quelle autonomie les élèves vont-ils développer? Quelle projection pour soi? Est-ce que le chef-d'œuvre va être une brique dans « je préfère m'insérer professionnellement et peut-être dans une structure culturelle » ou est-ce que je veux poursuivre les études dans ce domaine ou dans un autre? Comment est-ce que j'évalue, je m'auto-évalue et comment on évalue ma prestation? Et en termes de soi, évidemment, il s'agit de se donner confiance. Alors, quelle mise en œuvre? Alors, c'est un parcours qui a été pensé là. Alors là, je vous dis, c'est une projection. C'est des briques qu'on a assemblées, d'accord? Donc c'est un parcours pour l'instant, on va phosphorer, d'accord? Mais ça prend sens sur un fil conducteur sur 2 ans. Un parcours sur 2 ans, eh bien on va profiter du parcours culturel qui existe déjà avec les partenariats dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on va associer différentes disciplines, les arts appliqués, puisque la collègue d'arts appliqués du lycée François Truffaut est guide conférencière. Donc, c'est un appui important dans l'établissement. Lettres-histoire, évidemment la partie professionnelle, le PS parce qu'on va évidemment travailler sur les postures et sur le corps. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de moi lorsque je suis guide conférencière? Et travailler évidemment également sur des postures, sur des productions langagières. Comment je mets, quelle scénographie d'une œuvre? Comment je discours sur une œuvre? Qu'est-ce que je dis d'elle? Évidemment, tout ça, c'est des éléments qui vont être travaillés. Les PFMP aussi avec les partenariats, on va essayer, ils sont déjà en train de se conventionner avec des lieux de culture pour accueillir les élèves en période de formation au milieu professionnel. Alors, l'idée, 2 ans c'est long pour un élève. Alors l'idée c'était de jalonner ce parcours de 2 ans, de le jalonner. Donc à la fin de la première année, l'idée, c'est d'arriver à ce que les élèves soient capables de réaliser une prestation interne à l'établissement. C'est-à-dire qu'au lycée Truffaut, il y a une salle dédiée, qu'ils appellent pour l'instant galerie, qui pourrait accueillir des reproductions d'œuvres des musées ou des expositions d'artistes. Et les élèves seraient les personnels qui accueillent des visiteurs, alors famille, des choses modestes pour commencer, et puis peut-être après, dans le quartier, c'est dans le 4e arrondissement de Paris, peut-être élargir, se donner un petit peu d'ambition, mais en tout cas, à la fin de la première année, ils sont capables de réaliser une prestation interne dans l'établissement, accueillir du public et effectuer les visites des expositions dans la galerie de Truffaut. En fin de 2e année, l'idée, c'est qu'ils puissent devenir des prestataires externes et faire ce travail-là dans un musée, à Delacroix ou au Louvre, lors de la nuit des musées.
Et comme la nuit des musées tombe à peu près mi-mai chaque année, c'est très bien dans le parcours de formation puisqu'on arrive au bout de la formation du jeune. Alors évidemment, tout cela est ponctué de restitution, d'analyse réflexive, et c'est là que la Fondation Guillaume Thuram intervient, puisqu'ils sont auditeurs et conseillers des jeunes, accompagnateurs des jeunes en formation. On espère que tout ça, évidemment, ce sont des expériences extrêmement valorisantes pour les élèves, hein, mais qui permettent aussi d'aller vers l'employabilité. Pourquoi? Parce que le musée, il y a un concours qui s'appelle Surveillance Salle, et le musée du Louvre forme des personnels à ce concours et est prêt à accueillir des élèves qui sont intéressés dans ces cours. Donc les élèves iraient suivre les cours pour préparer le concours au musée du Louvre. Alors en quoi tout ça? Alors évidemment on a croisé les référentiels professionnels et les référentiels et les programmes de français, d'art appliqué, de PS notamment. Et en quoi tout ça est un chef-d'œuvre? On est bien là sur un projet pluridisciplinaire significatif des métiers de l'accueil, qui le rend visible en tout cas, qui s'appuie sur des ressources existantes, qui évidemment revêt à la fois un aspect collectif et un aspect individuel, qui donne lieu à une production langagière, certes, mais concrète, avec des moments de restitution, sur une temporalité assez longue, jalonnée d'objectifs intermédiaires, et on espère vers l'employabilité des jeunes. À vos questions. Merci.